Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Data Watch. Data Watch, c'est un podcast qui fait de la veille autour de sujets liés au data engineering, même si des fois avec Axel, on s'éloigne un petit peu plus. D'ailleurs, bonjour Axel. Salut Bertrand. Si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus de détails sur nos profils, je vous invite à aller voir nos profils LinkedIn. De plus, sur LinkedIn, je publie maintenant tous les jours, parce que je fais des shorts aussi maintenant le week-end, basés sur le podcast. Je fais un peu de veille data, donc un peu lié à ce que l'on va aborder avec Axel aujourd'hui. Je partage des astuces, des concepts, des technos, toujours autour de la data. De la même manière, j'ai des articles de blog sur les mêmes thèmes. Et pareil, j'ai une newsletter aussi hebdomadaire qui reprend un peu les mêmes thèmes que LinkedIn, mais un peu plus développé. Aujourd'hui, donc comme d'habitude, on va aborder 5 sujets avec Axel. On va commencer par parler de données synthétiques pour une IA plus sécurisée. On va parler de data silo, on va parler aussi des règles de base et des règles métiers pour la data quality. On va présenter certaines des architectures de data engineering utilisées par des grands groupes comme Netflix, Uber, Spotify, Meta et Airbnb. Et pour finir, on va parler d'un article qui recommande d'utiliser des bons tests dans des projets DBT. Donc, comme je disais, on va parler de données synthétiques. Ça, c'est un terme que je ne connaissais pas avant de lire cet article-là. Toi, tu avais déjà entendu parler, Axel, de données synthétiques? Non, le terme ne me disait rien. Non, non, ça me disait rien non plus. Du coup, c'était intéressant de lire ça. C'est un article qui a été écrit par Elven Swinburne, qui a été publié le 7 novembre. Et il disait que ce qui va être important avec l'IA, donc tout l'argumentaire c'est basé aussi pour une utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre l'exploitation des données et le respect de la confidentialité, ce qui n'est pas toujours évident. Il dit que dans l'IA, c'est pas toujours facile de garantir la confidentialité parce qu'il peut y avoir, par exemple, ce qu'il a présenté comme une attaque de reconstruction, que je ne connaissais pas non plus. C'est en gros, selon ce que l'IA va donner en... l'IA garantie confidentialité. Si, c'est un peu ça. C'est selon ce que l'IA va donner va fournir en information. On va pouvoir essayer de remonter le fil avec l'IA pour retourner aux données initiales sur lesquelles l'IA s'est entraînée. De plus, il parle aussi d'une utilisation incontrôlée des IA génératifs par les employés. Je ne sais plus si j'ai pris des notes après. Mais ça, clairement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Axel, mais c'est vrai que j'en vois certains qui ont tendance à vite prendre tout le bloc de requêtes ou des données et les donner directement à l'IA sans dire il faut que j'anonymise, attention, qu'est-ce que j'envoie, là il y a le nom des colonnes, tout ça est en clair. Et je trouve ça un peu dangereux, effectivement. Je sais pas ce que toi tu vois en pratique, ce que tu entends parler. Ouais, non, moi je suis assez parano sur ça. Donc je fais très attention. Et en fait, des fois, je me dis tellement, j'ai la flemme de tout relire pour pas mettre de la donnée sensible que, en fait, des fois, je n'utilise pas l'IA à cause de ça. Euh, Sauf sur un problème vraiment tordu technique où j'ai pas beaucoup d'expérience. Ouais. Mais ce qui est encore pire que les requêtes, c'est insérer, parce que tu peux insérer des documents dans l'IA, et c'est insérer des résultats de requêtes. Ouais. Alors là, c'est le drame. Il faut surtout pas faire ça, parce que même si on se dit non, mais il n'y a pas de données sensibles, on va prendre l'habitude. Ouais. Et un jour, il y aura de la donnée sensible qu'on n'aura pas vue. Ah, bien sûr. Donc, c'est surtout ça qu'il y a à proscrire. Ouais. Non, clairement. C'est peut-être pour ça que ça serait intéressant les entreprises, je vois surtout, elles ont très peur, du coup, elles coupent tous les accès, elles interdisent carrément l'utilisation de l'IA générative, ce que je trouve d'un côté extrémiste et dommage.
ou de l'autre côté, il n'y a aucune régulation, et dans ce cas-là, c'est open bar. Ce qu'il ne faut pas. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que les entreprises, elles mettent en place déjà des process d'utilisation, éventuellement qu'elles mettent en place leur propre IA générative. Je dis ça parce qu'on trouve des modèles partout. Là, avec Hugging Face, on peut obtenir ce qu'on veut. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. J'avais vu un article sur le développement d'un pré-computing, En fait, ils envoient pas directement ton prompt Mhm. dans le LLM. D'accord. Il y a comment on dit, un sas de sécurité, entre Ouais. guillemets, qui analyse ton prompt Mhm. et qui va te faire un retour en disant, Ah. êtes-vous sûr de vouloir mettre cette donnée, etc. Ok. Et Ah, ça, pas mal. pour le coup, c'est une très bonne feature Mhm. qui, pour moi, devrait être obligatoire pour éviter, pour avoir en fait un filtre sur tout ce qui peut être demandé. Ok. Et ça, c'était directement installé sur les serveurs de l'entreprise Bah, qui je étaient sais pas, analysés. j'ai pas eu Ah. où je l'ai lu, mais je l'ai oublié. Je Ok. sais pas techniquement comment c'est fait. Mhm. Ouais, j'avoue, c'est super intéressant. Mais je pense que c'est en local, du coup. Ok. Que c'est installé, qu'il y a un intégrateur d'IA dans l'entreprise Ce qui est bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, par rapport, pour revenir sur le sujet de l'IA, les risques dans l'IA et le fait de vouloir sécuriser davantage les données, on va venir après sur les données synthétiques, c'est que le but, ça serait de corriger éventuellement certains biais aussi de l'IA, parce qu'elle est entraînée sur certains types de données Oui. qui peuvent être biaisés. Biaisés, ça peut être au niveau du sexe, de la religion, de tout type de biais. Le but, ça serait aussi de protéger des failles de sécurité. Comme on le disait, là, le fait de partager, de copier-coller des informations sensibles, ça peut provoquer des problèmes de sécurité de type commercial, industriel et même personnel, si on sort un peu de l'entreprise. Et l'avantage de travailler dessus, ça serait aussi pour favoriser une IA qui soit vraiment plus fiable et plus équitable. Donc pour virer tous les biais, tous les risques, etc. Et donc pour arriver sur les données synthétiques, on se pose la question si ça pourrait être une vraie solution par rapport à ces défis de sécurité. Derrière, c'est de générer, grâce à un algorithme, des données artificielles, mais qui arrivent à garder les caractéristiques des données réelles. Donc ça veut dire il va générer des données factices selon notre besoin, mais vraiment basées qui gardent exactement la même cohérence des jeux de données initiaux. Et ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est qu'il y a une vraie anonymisation. Parce que des fois, je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'il y a certaines anonymisations des identifiants, mais c'est toujours possible à un moment de remonter dans les identifiants pour associer, parce que tout le reste de la donnée est en clair, toujours la même donnée. Elle est OK, c'est juste l'identifiant qui est anonymisé, mais si tu crois certaines données, tu vas pouvoir réussir à retomber sur les personnes. Que là, c'est vraiment anonymisé dans tous les cas. Toutes les données sont anonymisées, pas juste l'identifiant. Ce qui pourrait être intéressant grâce à ça, aux données synthétiques, c'est de pouvoir mieux collaborer, de partager des informations sensibles sans risque. Le but, c'est vraiment d'avoir une représentation de tes données réelles sans avoir des vraies données sensibles dedans. Et ça pourrait corriger, comme on le disait tout à l'heure, des biais. Parce que tu pourras en profiter de passer ça sous l'algorithme pour dire corrige-moi certains biais. Si jamais il y a des données qui sont plus représentatifs des hommes et beaucoup moins des femmes, essaye d'équilibrer ça en termes statistiques. Pareil, la religion, normalement, tu n'as pas ça dans les données, mais en tout cas, ça pourrait permettre aussi de mieux équilibrer. Et donc, ça veut dire que l'IA pourrait s'entraîner sur des données beaucoup plus équilibrées, des données qui pourraient peut-être être plus équitables dans le sens où il n'y a pas l'âge qui serait surévalué, le sexe qui serait surévalué ou autre chose. Moi, je me suis posé la question en lisant ça. Je ne sais pas si toi, tu avais lu quelque chose de plus sur l'article, mais c'était sur est-ce qu'il va générer des données structurées
Parce que je ne sais pas si on parle d'IA ou de machine learning, ce qui est un petit peu différent parce que dans l'IA générative, on se base beaucoup sur les données structurées, non structurées, et sur le machine learning, on a plutôt besoin de données structurées. Et donc, je me posais la question, est-ce que l'algo, il génère plutôt du non structuré, du structuré? Ils le disent pas. Non, j'ai pas vu ça. Oui, mais je me suis dit au cas où j'ai loupé une info. Ils fonctionnent beaucoup par vectorisation, non? Cet algo-là? Ouais. Bah, justement, c'est Et en pour ça que je me général. suis posé la question. Ok. Justement. Après, je trouve que même si on met en place de la donnée synthétique, donc en utilisant un certain algorithme qui va générer de la donnée factice à partir de données réelles, je pense qu'il ne faudra pas oublier de toute façon de sécuriser la donnée de base. Parce que c'est toujours ça, quand on utilise un service qui va répondre à une certaine problématique, au final, on prend plus soin du problème initial. Puis si tu insères de la donnée que tu veux rendre factice, c'est quand même rentrer dans une base quelque part. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça le terme dont je parlais tout à l'heure, c'est là le fait de remplacer les identifiants, de les anonymiser, c'est la pseudonymisation. Ok. J'avais noté ça. Ouais. Mais avec ça, on peut toujours retourner, on peut toujours identifier quelqu'un. Il va falloir aussi, je pense, dans l'IA, c'est toujours cadrer les hallucinations, parce que dès que je pense LLM, je pense hallucination, et je me dis, s'il génère de la donnée factice, est-ce que ça va être 100% OK? Est-ce qu'il ne va pas générer de la donnée qui pourrait perturber un peu les données qu'on va utiliser, enfin sur lesquelles l'IA va s'entraîner? Et un truc que j'ai noté aussi, c'est est-ce que c'est un algo qui est proposé par un certain cloud provider? Est-ce que c'est un algo open source qu'on peut utiliser nous-mêmes pour générer de la donnée synthétique? Dans le sens où, si jamais c'est quelque chose qui est proposé par un cloud provider, attention aussi au vendor lock-in, le fait de rester dans une solution d'un cloud provider. Toi, t'en penses quoi des données synthétiques par rapport à Ça l'IA? peut être utile, mais je pense qu'il y a des solutions plus avec un bon sens paysan, tu vois. C'est-à-dire? Bah, comme le fait que je disais de pouvoir pré-compute de la donnée. Ouais. Le fait je sais pas moi, de détecter des failles en amont, d'avoir des logs de tout ce qu'on insère dans l'outil, avoir un outil en interne aussi. Ouais. Tu vois, c'est une entreprise qui a beaucoup de data et qui a un budget data, tu vois, qui en prend soin. Euh, c'est à la portée de toute entreprise, pas les PME, tu vois, mais toute grande entreprise peut avoir une base de données interne en zone sécurisée. Ouais. Et là, tu vois, t'as pas besoin de te casser la tête. Du coup, les données synthétiques, en fait, c'est à la fin de l'article, je me suis dit pour quel public? Pour moi, le public visé, c'est clairement ceux qui vont, enfin les entreprises, déjà plutôt public et entreprise, qui vont utiliser leurs données pour pouvoir entraîner une IA. Donc que ce soit de l'IA générative ou une autre Ouais. sorte d'IA. Mais ouais. Mais du coup, t'as toutes les étapes gouvernance, sécurité, compliance. C'est assez lourd, quoi. Ouais, bien sûr. Si je parle d'utiliser un outil public, hein, un modèle public. Ouais. En fait, je sais pas dire, tu sais, la balance entre te dire on utilise un truc purement privé. Et oui, il peut y avoir des dérives aussi parce que tu entraînes un modèle et tu peux savoir des choses que tu ne peux pas savoir normalement, etc. Je suis d'accord. Mais tu as beaucoup moins de risques de fuite externe. Ouais. Et contrairement, les moyens que tu vas mettre en place pour éviter les fuites externes et
les sujets de données sensibles, au final, c'est de l'argent aussi. Mettre en place des garde-fous avec une IA publique. Ça l'est toujours, bien sûr. Ouais. Donc, je sais pas dire quel est le plus simple et quel est le moins cher. Mhm. Après, aussi, le fait de pouvoir corriger les biais, je trouve que c'est un levier qui est intéressant. Parce qu'on parle souvent, il y a déjà eu plein d'exemples, je ne sais pas si tu en avais eu passer sur LinkedIn ou autre, mais toujours que l'IA prend parti pour une personne noire, une personne plutôt orientée, je ne sais pas, musulmane, qui met en fait ces catégories de population dans une certaine case. Ouais, après, l'être humain, il est plein de biais aussi, tu vois. Bien sûr, je pense que c'est représentatif quand C'est même. représentatif. Ouais. Bien sûr. Mais si on peut corriger ça grâce à un certain algo, ça pourrait être intéressant quand même. Ouais. Ouais, après, là, on rentre sur des sujets bigger than life. T'as la Ouais, ref. bien sûr. Mais c'est aussi le but des données synthétiques. C'est ce qu'ils proposaient, en tout cas. Un des avantages, en tout cas, proposés, c'est le fait d'essayer de gommer certains biais. Ok. Et donc, autant en profiter. Ouais, je sais pas. Je me prononce pas. Et toi, tu as lu un article sur les data silos, c'est ça? Ouais, les data silos. Donc, intéressant, hein. Moi, je les connais bien, ces silos. Quoi, je les connais bien. On les connaît tous bien. On sait ce que c'est. Donc, en fait, le nom silo, ça vient des silos des fermes, là, Mhm. qui stockent des céréales et qui sont du coup bien séparés. Et dans le monde de l'entreprise, ces silos de données, ils nous empêchent d'avoir une vue complète des données. Et en fait, il y a plein de lacunes qui vont apparaître et qui vont avoir des impacts sur notre capacité à prendre des décisions basées sur la donnée, Mhm. data-driven. Dans beaucoup d'entreprises, tu vas avoir très souvent, c'est pas mon cas actuellement, mais plusieurs équipes qui collectent, gèrent et stockent les données. Toi, je ne sais pas combien il y a d'équipes différentes de ton côté. Sûrement pas mal. Il y en a quand même pas mal. Je sais qu'il y a 3 équipes principales en data engineering, mais il y a d'autres équipes de data analyse. Il y en a même plusieurs équipes de data analyse, même en la mise en place de pipeline. Il y en a d'autres que les 3 là dont je te parle. Il y a pas mal d'équipes. Je pense qu'il y a plus qu'une dizaine d'équipes. Et donc, Pure data. chaque. En fait, dans plein d'organisations, les données, elles vont être cloisonnées, mais pour diverses raisons. Mhm. Donc, par exemple, on parlait d'avoir plusieurs équipes qui gèrent la donnée, qui gèrent leur dataware. Ça va un peu faire, tu vois, il y a autant de chapelles que d'équipes. Mhm. Et tout le monde va gérer de sa manière, avec les outils qu'ils affectionnent. Tu peux aussi avoir des séparations sur le type de données. Là, on va Mhm. mettre les données non structurées, là, on va mettre les données structurées, là, on va mettre les données froides, là, on va mettre les données chaudes. Donc, tu peux créer des silos aussi au fur et à mesure du temps. Mhm. Et en fait, pourquoi c'est un problème? Parce que avoir des silos, ça entrave la mise en relation des données. Mhm. Euh, la visibilité et la gestion des accès, la gouvernance, la compliance. Ça rend aussi difficile la mise en œuvre on parlait de l'IA, l'apprentissage automatique, la Gen AI, etc. Mhm. Tu vas moins donner de la qualité en entrée. Passer d'une architecture avec des silos à un data lakehouse, ça peut te donner aussi une réduction de coûts. Ouais. Parce que lorsque les données sont cloisonnées entre plusieurs équipes, chaque équipe
doit assumer le coût de l'infrastructure, des salaires, Mhm. potentiellement moins de vélocité parce qu'ils vont devoir ramener de la donnée qui est déjà ailleurs, Ouais. tu vois, s'ils ont un besoin. Mhm. Donc au final, la centralisation des données, ça te permet de consolider tes outils, ta donnée, tes coûts d'administration, de maintenance. Et dans l'article, il donne un exemple d'une entreprise. Je ne connais pas du tout l'entreprise. Hein. Mhm. Ça doit être une petite entreprise. S'appelle, c'était où? Relogix, je ne sais pas comment on traduit. Ouais. Où ils disent, en fait, on a mis Delta Lake et Databricks. On a fini notre migration. Et maintenant, on a des coûts d'infrastructure qui représentent 20% de ceux d'avant. Ça fait une grosse baisse là. Ouais, ça fait une grosse Mhm. bascule. Après, sachant que forcément, il y a eu des coûts de migration, il y a eu un Y potentiellement pendant un ou 2 ans, tu vois. Donc, Ouais. il y a eu des coûts à l'entrée, forcément. Quoi, j'imagine, en tout cas. C'est pas Mhm. marqué, mais j'imagine. Et ce qui est important, c'est de dire comment ça arrive, les silos de données. En fait, tu as deux grandes causes, des causes racines. Tu as les silos qui, en fait, représentent l'organigramme de l'entreprise. Mhm. Donc, c'est séparé par business unit. Euh, Tu vois, t'en as qui veulent préserver la confidentialité de leurs données, qui veulent pas, qui veulent garder de la connaissance aussi, qui font de la rétention d'informations. Mhm. Euh, Après, ça peut être aussi cloisonné pour certains domaines, comme les RH ou la finance, Ouais. qui ont des besoins de compliance, etc. Mais à tort, au final. C'est de la surprotection, puisque, en fait, dans une gestion moderne d'accès aux données et de détection de la sensibilité des données, Mhm. tout est faisable, tu vois. Ouais, je vois. Donc, tu as ouais, la route cause organigramme d'entreprise et tu as aussi la route cause, juste le manque de communication. En Ouais. fait, tu as des sujets qui sont adressés à une équipe, puis à une autre, puis et des données sont créées, sont maintenues, etc. Mais on n'a pas de data catalogue. Tu vois, on a pas mal parlé du Ouais. data catalogue dans le podcast. Comme c'est siloté. Voilà. Euh, Pas d'accès, donc on ne se rend même pas compte qu'il y a des données, mais on n'y a pas accès, on n'a pas de visibilité. Et puis ça peut aussi générer des doublons parce que si chacun est de son côté à gérer Oui, beaucoup ces de données, doublons. Je tu pense vas que tirer tes flux. ouais, dans chaque entreprise, il y a des doublons de données, c'est sûr. Mhm. C'est sûr. Et puis en plus, plus tes équipes se développent, euh, ben, plus les silos peuvent être importants. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est comment aussi identifier ces silos de données. Euh, donc, tu as l'approche réactive, c'est-à-dire que tu as des équipes, des employés, des dirigeants, qui vont te dire, je sais qu'il y a de la donnée de ce type-là, mais j'y ai pas accès, Mhm. ou je peux pas les trouver. Tu peux aussi avoir le cas de gens qui se plaignent sur le fait de dire, en fait, moi, je dois prendre de la donnée là-bas, puis là-bas, puis là-bas, pour faire mon rapport. Mhm. Ce qui n'est pas normal. Le rapport doit être construit en automatique, en ayant une bonne mise en relation des données. Mhm. Euh, Ou tu peux avoir aussi le cas de dirigeants qui vont recevoir des rapports similaires d'une équipe A et d'une équipe B, avec Ouais. potentiellement des données un peu différentes. Mhm. Tu vois? Ça Ouais, aussi, je vois. c'est un cas qui peut arriver assez régulièrement et c'est assez perturbant, assez frustrant. Ouais, je le rencontre régulièrement, ça.
Ouais, Je comprends pas, dans un système pour le même KPI, j'ai ça, et puis dans l'autre système, pour ce même c'est KPI, ça. j'ai quelque chose de différent. Qu'est-ce qui fait que... C'est Et ça. donc là, l'analyse interminable. Ouais, ça demande des analyses. Et puis, en sortie, très souvent, personne n'a fait d'erreur. C'est juste une interprétation du chiffre ou le calcul qui n'est pas exactement fait parce qu'il y en a un qui va avoir une vision finance, l'autre marketing. Mhm. Tu vois. Donc, ça peut arriver. Et tu as l'approche proactive. Donc là, ça va être toute la phase d'audit des données. Ouais. Donc tu peux lancer les chantiers de documentation, de gouvernance, de métadonnées, etc. Sachant que l'article parle un peu des data lakehouse, Mhm. dont on a déjà pas mal parlé, et du coup qui te permettent d'avoir toutes les données, autant structurées que non structurées, avec des métadatas, du data catalogue, de la gestion d'accès. Maintenant, c'est facile avec le cloud. Tu as des gestions d'accès très granulaires, customisables, etc. Ouais, ouais, clairement. Bah, rien que sur GCP, nous, ça arrive qu'on fasse du column masking selon la Ouais, personne qui consulte les données. ouais, Mm. exactement. Donc, tu peux faire un gros audit pour commencer, puis ensuite des audits un peu plus réguliers, euh, je sais pas, trimestriels, semestriels, Ouais. pour être proactif et gérer ta dette, entre guillemets, de cloisonnement. Ouais. J'essaye de traduire de l'anglais au français, c'est pas toujours évident. Et Euh, je trouvais aussi que le passage de données d'une architecture silotée à une architecture plus centralisée, donc un peu mhm, derrière, c'est toujours en mode passage au data mesh, mhm, c'est que ça permet aussi de standardiser un peu tout ça. Parce que, comme tu le disais, chacun a ses pratiques dans toutes les équipes. mhm. Euh, et donc, à chaque fois que quelqu'un arrive, il doit compter que sur son équipe pour avoir une aide pour mettre Ouais, en place quelque chose. ouais, Que si tout était au même endroit, on pourrait standardiser toutes les pratiques. Et quand il y a un nouveau qui arrive, il y a déjà toute une formation de prévue. Il y a déjà, il peut être onboardé très rapidement. Et donc, ça ouais, améliore le carrément. time to market. Tout à fait d'accord. Donc voilà, tu peux du coup éliminer tes silos. L'outil, on va dire, qui est prôné ici, c'est le Lakehouse. Mhm. Mais en fin d'article, ils disent attention, c'est pas l'outil qui suffit à lui-même. Il faut un changement de culture. C'est la base de tout. Mhm. Pour démanteler les silos de données, il faut avoir bah, une planification, des agreements, Des accords. des accords mutuels Mhm. sur le fait que ça travaille en transverse, qu'il y ait une politique, politique, Mhm. de droit bien défini, de gestion des données au global en fait. D'avoir Ouais. une approche holistique, j'ai envie d'employer des mots un peu inhabituels. Et toute cette politique, ben, c'est de la culture d'entreprise. Tu as dû connaître des réticences au changement. Toujours. Toutes les Ouais. entreprises. Et je pense que tout le monde le constate en entreprise. Moi, j'essaye de jamais être réticent au changement. J'essaye juste de soulever les impacts négatifs que ça peut avoir. Mhm. Et si tu as 80% de positifs et 20% de négatifs, faut changer. Et le démantèlement de silos de données, là, on arrive à proche du 100%, tu vois. De positif. De positif, ouais, Mhm. exactement. Donc, faut foncer, quoi. Faut foncer sur tout ce gaspillage, toute cette charge mentale aussi, je dirais, des équipes. Mhm. Parce que la donnée, ben, en fait, j'ai vu vraiment des dirigeants stressés quand ils ont
quand ils sentent que la donnée n'est pas tout à fait précise ou de la donnée pas à jour. Pas que de la charge pour les équipes data, mais pour ceux qui prennent les décisions aussi, quoi. Ah, bien sûr. Bah, c'est un peu pour ça, de toute façon, la base du travail de la donnée, le fait de tirer de la donnée, de la travailler, de la mettre à disposition, c'est pour prendre des décisions. Parce que juste de la donnée pour de la donnée, ça sert pas à grand-chose. Ouais, exactement. Donc voilà, bon, c'est un basique, je dirais. Éviter Mhm. les silos de données, mais c'est un peu comme la gestion des mots de passe en entreprise. Mhm. C'est basique, mais c'est jamais maîtrisé, quoi. Ok, merci Axel. Troisième article, c'est sur les règles de base et les règles métiers dans la data quality de Tim Osborne. L'article il provient d'un site habituel qui est Monte Carlo. En général, Monte Carlo fait des articles de data quality, de data observability, toujours à la fin pour promouvoir son outil Monte Carlo qui fait de la data observability. Ce qui n'empêche que les articles sont toujours très intéressants et même si globalement ils reprennent un peu les mêmes termes à chaque fois, les mêmes sujets, des fois ils changent un peu l'angle et je trouve ça assez intéressant. Et donc là, du coup, pour cet article, il y a Tim qui parle que ça va être essentiel d'automatiser les règles de qualité de données. Le fait d'implémenter certaines règles pour dire est-ce qu'on la fraîcheur sur la partie fraîcheur des données, donc pour les règles de base, ou est-ce qu'il y a une règle métier que l'on doit vérifier, est-ce qu'elle est bien implémentée, est-ce que le résultat attendu est bon. Pour lui, ça doit être automatisé, ce que je partage tout à fait. Il dit aussi que la data quality, c'est pas toujours le plus intéressant à mettre en place, mais que c'est indispensable à mettre en place. Moi, je le constate beaucoup autour de moi, même si je trouve ça très important de mettre ça en place. Il y en a beaucoup qui disent c'est long, c'est embêtant, on freine toujours, on fait un petit truc à un moment pour faire un effort, et puis après on laisse un peu tomber. Je sais pas si toi tu constates ça, un peu de freinage à la mise en place de la data quality. Ouais, parce qu'en fait, on veut délivrer de l'insight pour le métier Ouais. vite. Tu sais, c'est un peu les cadeaux de Noël, quoi. On sait pas attendre le 25 matin. Ouais. Donc, et oui, du coup, bah, tu as un produit fini qui n'est pas totalement fini, souvent. Mhm. Et Et puis même si tu as l'impression qu'il est fini, ça peut générer du run à court, c'est moyen ou long ça, terme. c'est ça. Il faut éviter le faire pour refaire, franchement. Et je dirais que plus tu es senior, Mhm. plus tu arrives à le dire, ça. Ouais. Faut arrêter de se jeter comme ça, confondre vitesse et précipitation. Ouais. La vitesse, tu la gagnes sur de l'investissement en mise en place d'outils de qualité de données Mhm. sur ta CI, sur Ouais. ta chaîne d'intégration. Voilà. C'est les deux choses si tu veux aller vite, tu me donnes du temps pour faire ces deux choses-là. Mhm. Ouais, clairement. Voilà. Ça peut faire aussi partie des standards de livraison. Parce Ouais, que j'ai jamais connu dans un besoin, l'expression d'un besoin, le fait que c'est validé si il y a ouais, de la data quality derrière, qu'on peut être sûr que à n'importe quel moment on garantit la qualité des données sur tel pan, tel pan, tel pan. Ça, j'ai jamais ouais. vu ça. Moi, ça, je l'ai vu, ça. Ah, bien ça. Je l'ai vu, on avait un poste sur ma mission précédente, Mhm. un poste de QA, donc Ok. Quality Ouais. Analyste, un Assurance. testeur, quoi. Ouais, mais tu vois, Tester, il avait toute une démarche de PO, D'accord. PO, PM, tu vois. Mhm. Il savait vraiment, vraiment, connaissait toutes ces données. Pourquoi on va mettre ça là? Tu vois, le testeur, c'est un peu, je fais A plus B, l'imaginaire commun, j'ai l'impression. Bah, le testeur que j'avais en tête, moi, c'était quelqu'un qui doit
rédiger des cas de test pour être sûr qu'il y aura, pour être sûr qu'il n'y a pas de régression à chaque livraison Ouais. avec différents niveaux de priorité. Je crois même que je vais en parler là. Le fait qu'il y ait une priorité avec un impact utilisateur, avec un impact interne, etc. Et puis ils testent simplement. Mais donc, du coup, avec toute une vision métier Mhm. en cohérence avec les objectifs de l'entreprise, Mhm. etc., avec les impacts que peut avoir la feature, Mhm. etc. C'est des tests globaux, en fait. Ouais. Pour moi, la quality assurance, c'est pas juste tu testes la feature, où tu vas avoir tout un ensemble de features sur lesquelles il va savoir l'articulation, Mhm. comprendre, limite donner un scoring de qualité à la fin des développements. Ouais. Un scoring sur le def. Ok. Bah, de qualité de données, en fait. Ouais, ça pourrait être sympa. Et tu le vois comment, d'ailleurs, ce scoring-là, parce que je trouve ça intéressant, si jamais on passe certains tests, Ouais. on a 100%, enfin, si on passe tous les tests, on a 100%, s'il y en a un qui n'est pas validé, on baisse en pourcentage, ou tout doit Ouais. être à 100%? Je Enfin, comprends ta question. En fait, le principe, c'était on est à 90% de. Ah, je sais plus son terme, désolé. Mhm. De, le score, la note en fait. Ouais. Et les 10% qui restent, on sait que ça ne va pas, Mhm. mais on valide quand même la mise en production parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de régression, Ok. mais ce seront des cas à régler le sprint prochain. D'accord. C'est de la dette Ok. sur des cas à la marge. Mais donc, il faut bien classer le scoring pour dire les 10%, c'est plutôt du warning plutôt que de l'erreur. Parce que si jamais Ouais. le scoring, il y a En la fait, tu fraîcheur peux pas dedans. avoir plus de 80% s'il y a de la régression. Et la note minimale pour passer, c'est 80%. Par rapport à l'article, l'auteur, donc Tim, il rappelle ce que c'est une règle de base. La règle de base, c'est vraiment des vérifications générales de data quality quand on parle de fraîcheur, d'unicité, de complétude, etc. Il y a plusieurs points là-dessus. Il dit qu'à grande échelle, le fait de pouvoir faire de la data quality comme ça sur des centaines et des centaines de tables, il trouve que c'est manuellement inefficace. Mais après, je me dis, c'est assez rare qu'on fasse de la data quality manuellement. Enfin, moi, j'en ai pas. Le peu que j'en fais, en général, c'est pour faire ça sur tout. Mais bon, en tout cas, il dit que la gestion manuelle, c'est inefficace. Bon, ça, c'est sûr, je suis en phase avec lui. Et il rappelle qu'il faut absolument automatiser les règles de base. Et il recommande aussi de pouvoir utiliser de l'IA pour surveiller ça tout seul, pour pas que nous-mêmes, on aille sur chaque table pour dire, alors, est-ce qu'il a bien rempli ce test de qualité, ou sur chaque table pour éventuellement consulter le scoring dont tu parlais. Et l'IA, effectivement, là, c'est pour promouvoir leur propre service de data observability de Monte Carlo. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, parce que c'est clair que pour les data ingénieurs, aller checker manuellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Et après, il va parler des règles métiers. Là, les règles métiers, pour rappel, c'est des gestions, enfin, ouais, c'est de la gestion spécifique à un domaine. C'est-à-dire que il donnait un exemple, enfin, moi j'ai noté un exemple, c'est une règle métier, un billet de première classe, que ce soit du train, que ce soit de l'avion, en tout cas des services qui proposent de différentes classes, un billet de première classe doit être plus cher qu'un billet de seconde classe. Si c'est inversement, il y a de grandes chances qu'il y ait un problème. Ça, c'est une règle métier, par exemple. Mais bien sûr, pour implémenter les règles métiers, il va falloir avoir une connaissance vraiment profonde du domaine pour bien comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça engendre derrière. Parce que le métier peut vite nous donner une règle de gestion pour dire alors ça sera ça, d'accord. Et quand tu l'implémentes, tu te poses un peu plus de questions sur ça. Ah oui, d'accord, c'est ça et ça, mais en fait, ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend d'autre chose et pourquoi ça va être ça. Pour vraiment bien l'implémenter, ce test de qualité sur les règles métiers, il va falloir comprendre vraiment derrière. Et donc là, il finit aussi par parler de son outil de Monte Carlo.
en disant que ça peut être implémenté via le no-code et avec des recommandations d'IA. Mais bon, ça, je n'ai pas approfondi ça. Clairement, je trouve qu'il faut absolument, je trouve que ça s'améliore, mais il faut absolument développer les liens entre la partie tech et métier. Des fois, ça peut se faire tout seul via l'organisation. Tu parlais de squad tout à l'heure. Je ne sais pas comment est formée ta squad. Je ne sais pas s'il y a des data ingé, du data scientist, data analyst, de l'opérationnel. Je ne sais pas comment les composer. Mais c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de rapprocher le métier et la tech. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais ce n'est pas le cas encore partout. Et c'est dommage parce que des fois, il peut y avoir du frein aussi dans la collaboration, tout simplement. Et donc, ça peut être freinant aussi pour implémenter les règles métiers. Ouais. Toi, ça se passe comment justement ta squad? Tu te rapproches du métier ou ça reste quand même qu'une squad technique? Ça reste une squad technique. Ok. Mais tu te rappelles le podcast sur la loi de Conway? Ouais, je me souviens. Moi, ça a été un petit game changer quand même dans ma manière de voir les choses et cette relation entre le software et l'organisation. Ouais, que l'organisation du software représente les canaux de communication ou comment l'entreprise communique. C'est ça. En gros, la qualité du software égale la qualité de l'organisation et inversement. Mm-hmm. En fait, il y a pas mal de choses que j'ai l'esprit un peu plus ouvert, tu vois. Mm-hmm. Il y a pas mal de choses maintenant qui me semblent logiques. Et je peux parler avec des gens métiers ou tech. Ouais. Et je dis, mais tu trouves pas que ça, on devrait faire comme ça machin Mm-hmm. et souvent, c'est juste, en fait. 80% du temps. Mm-hmm. Parce que, en fait, je le lisais souvent. Ouais, la tech n'est rien sans l'organisation, etc. Je me disais, oui, c'est OK. Mm-hmm. Et quand tu rentres vraiment dans les sujets, quand tu as un peu un esprit d'auditeur, Ouais. d'expertise sur l'organisation, avec ton background tech, Ouais. je trouve que tu comprends plein de choses. Et je peux pas trop en dire, mais il y a des choses qui sont dans les tuyaux. Du coup, en fonction de... Pas à cause de moi. Hein. Ouais, ouais. Et il y a des choses qu'on voit et qu'on sait qu'on peut régler. Mm-hmm. Des adaptations. Bien sûr. Mm. Et pour finir sur cet article-là, je me suis dit aussi que la data quality, il y a besoin aussi d'un certain contexte, même pour les règles de base. J'ai pris comme exemple la règle de base de suivre la volumétrie des données à chaque fois que l'on reçoit. Je me dis, nous, on reçoit une certaine volumétrie à tel jour pour telle table, pour telle donnée. Le lendemain, on va recevoir 20% de plus, puis l'autre 20% de moins, et puis après ça bouge, ça fluctue. Mais à partir de quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un problème? Moi, on a déjà fait de la data quality, j'ai déjà été sur plusieurs missions où on suivait la volumétrie des données. D'accord, là, il y en a plus que d'habitude. Et alors? Au final, les fois où on analysait, pas de problème, c'était normal. Et comprendre les impacts aussi. Ouais, que ouais, ça bien peut sûr. avoir. Et donc, ouais, data quality, il faut aussi mettre du contexte, il faut aussi que ce soit utile. Parce que clairement, le but, là, par rapport à l'exemple que je viens de citer, c'est vraiment que la data quality, à long terme, nous fasse gagner du temps et pas qu'elle nous en fasse perdre à analyser des choses inutiles, qui n'ont pas de sens et pas d'intérêt. Et c'est aussi pour ça que le fait d'utiliser l'IA, dont je te parlais là tout à l'heure, je trouve que ça pourrait être pas mal parce que c'est l'IA qui va décider, selon certains contextes, selon certains certaines métadatas auxquelles il a accès, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller regarder ou pas. Donc là, je trouve ça pas mal. Je te propose de basculer sur le prochain article, sur l'architecture de différentes entreprises. Ouais, différentes entreprises, plutôt des grosses d'ailleurs. Mm-hmm. Parce qu'on parle de... Mes lunettes.
Donc là, c'est un article sur le blog de Monte Carlo aussi, hein. Mhm. C'est encore l'INSEE. Euh, et du coup, qui s'intéresse à l'architecture de grandes entreprises et comment ils peuvent traiter autant de données. Donc on parle de Netflix, Uber, Spotify, Meta et Airbnb. Mhm. En fait, toutes ces entreprises, elles suivent le même pattern d'architecture. En gros, tu as un outil qui va récupérer les interactions avec l'utilisateur. Uber, c'est tu vas chercher une course, tu vas chercher un chauffeur. Mhm. Euh, Spotify, c'est tu vas appuyer sur lecture, passer, liker, sauvegarder dans une bibliothèque, etc. Meta, c'est regarder une vidéo, Mhm. scroller, liker, etc. Bon, Mhm. on a compris. Tout ça passe par Kafka. Apache Kafka, c'est l'outil qui s'occupe de gérer les messages. Mhm. Donc, les, les messages de la donnée en streaming, Ouais. Qui en, gère les en- événements. en temps Ouais. réel, ouais, les événements. Merci. Ouais. Ensuite, Kafka, son boulot, c'est juste d'envoyer de la donnée en streaming et ça atterrit souvent, on le remarque, dans un outil de processing. Là, il parle de Spark, qui est orienté batch, Mhm. ou Flink, qui est orienté streaming. Ouais. C'est un framework, un moteur de processing de données orienté streaming. Mhm. Ensuite, tu as une couche. Quand on va finir d'abord après le processing, tu vas avoir le, le machine learning, quoi, la notion de TensorFlow, PyTorch, Mhm. des outils comme ça qui vont te permettre à ces entreprises de travailler leurs recommandations, leur Mhm. outil de recommandation. Donc, par exemple, pour Netflix, euh, sur ce que tu regardes, va te recommander des autres contenus à regarder. Sur Uber, ta manière de te déplacer et de choisir des, des trajets, pardon, j'ai du mal, Ouais. va permettre d'augmenter leur fiabilité et leur capacité à délivrer, à mettre en relation chauffeur et utilisateur. Mhm. Meta, c'est de la recommandation de contenu et de pub. Une fois que tu as ce moteur de recommandation, euh, ensuite tu vas retourner vers l'utilisateur Mhm. pour lui fournir voilà, la content prediction. La La... recommandation de contenu. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Et il faut pas oublier dans tout ça où est-ce que est stockée la masse de données. Et c'est souvent sur du S3. Amazon Mhm. S3. Chez une des entreprises, Meta, il me semble, c'est du Cassandra avec du Hadoop. Mhm. Là, ce que j'ai noté. HDFS pour Meta. Ouais. Mhm. Donc on voit que malgré quelques différences, le tronc commun est flagrant entre ces entreprises. Mhm. Et ils gèrent énormément de données. Parce que l'article, c'est They handle 500 events daily, donc billion. Mhm. Et je ne sais pas si c'est 50 milliards par entreprise ou pour Ah, toutes. le lot. Ah oui. Ouais, ouais. Ok. Ah, je l'avais interprété par entreprise.
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, 500 milliards, que ce soit pour les 5 entreprises ou par entreprise, c'est absolument phénoménal. Mhm. Après, forcément, ils mettent les moyens en face. C'est-à-dire, ils font pas tourner ça sur un petit cluster Spark. Bien sûr. Donc le billing doit être aussi assez phénoménal Mhm. pour tout ça. Euh, Toi, de ton côté, il y a des similitudes avec cette archi-là? Non, franchement, pas du tout. Non, non, là, clairement, ces entreprises-là, ils font du réactif. Ils sont Ouais, tous en streaming. C'est pour ça que tout le monde utilise Kafka. ouais. Sur les missions que j'ai pu avoir jusque maintenant, en général, c'est pas pour traiter du streaming, c'est beaucoup pour faire quand même du décisionnel. Donc, je prends le temps, je peux faire du batch, je prends mes données, je les prépare, Hmm. je les stocke, etc. Comme je te disais, je crois que sur mes missions, j'ai dû faire une fois du streaming et je sais même plus pourquoi on avait fait du streaming. Mais c'est très, très rare. Non, non, pas du tout les mêmes cas d'usage. Et je me rendais pas compte à quel point Apache Kafka était autant utilisé pour les entreprises qui ont besoin de faire du streaming. Ouais, ouais, Avant de lire cet article. Après, bon, il y a 5 entreprises, c'est pas pour ça qu'il faut généraliser à toutes les entreprises qui existent et qui font du streaming, mais déjà, c'est des grosses. Et je pensais pas que à chaque fois c'était Apache Kafka. oui, Peut-être qu'il faut que je m'y mette un peu plus. C'est pour ça que je te disais en off, j'aimerais bien faire un peu plus de streaming. ouais, Avec cet article-là, je me suis rendu compte que ça a quand même pas mal d'avantages et ouais. que ça apporte pas mal de choses. Euh, Après, pour la part. Ouais. Le son de cloche, moi, que j'ai chez mon client de l'utilisation de PubSub, donc qui est Mhm. l'outil managé Kafka de Google Cloud, Ouais. c'est qu'ils l'apprécient énormément. Mhm. Ça leur permet de faire énormément de choses et c'est un outil fiable. Alors, effectivement, sur ma mission actuelle, c'est ce que j'utilise aussi pour faire de l'alerting en interne. Ok. Donc, il récupère tout ce qui est alerte qui vient de différents services, que ce soit du Composer, que ce soit du BigQuery, que ce soit d'autres choses en tout cas. Il Et y a de pas l'alerting qui d'applicatif. passe. Ouais. Et tout passe Alerte. par PubSub et on a de l'alerting sur des chats après. D'accord. Ok. Mais en tout cas, rien à voir avec les centaines de milliards de messages comme Ouais. ces entreprises-là. Ouais. Donc, clairement pas. Et le point commun aussi que j'ai remarqué, c'est le besoin aussi d'avoir une architecture vraiment complètement scalable euh, Oui. pour dire là, il y a une baisse de charge, bah, du coup, j'ai plus besoin d'autant de ressources, j'ai plus besoin de payer autant de ressources. Là, j'ai une montée, bah, ça augmente tout court. Et en fait, ça s'adapte tout le temps. Ouais. En fait, le seul, le seul outil qui pour moi est pas vraiment scalable à l'infini, entre guillemets, Mhm. c'est Hadoop. Parce que c'est on-premise. Le Hadoop Bah, Cassandra, je pense qu'il est on-premise chez Meta. Chez Uber, pardon. ah, non, je crois ils étaient pas passés sur le cloud, justement, Uber. Je me rappelle plus. Je crois qu'on avait fait un épisode de podcast où on parlait, ou alors je confonds, qu'on parlait de la migration de Uber, du on-premise sur du cloud. Je me pose la question. Mais Je Hadoop, me c'est pas rappelle obligatoirement de sur du l'article de on-prem. l'amende, mais Non, non, je pensais à autre chose. C'était vraiment pour une migration parce ok. qu'ils utilisaient, je crois, la data observability pour implémenter du data mesh. Ou alors c'est une autre entreprise. Non, je confonds peut-être avec les entreprises. Ok. Euh, Donc, ouais, après, peut-être que l'archi est pas tout à fait à jour dans mhm. l'article. Mais clairement, l'idée des ressources, tu la trouves réellement sur le cloud. Ah, clairement. Et même Hadoop, hein. C'est élastique aussi, c'est scalable. C'est juste que le problème entre guillemets de Hadoop, Mm. c'est que tu as de l'écriture sur disque. Oui. Ce qui ralentit en fait le traitement, le process. Mais non, Hadoop, c'est aussi le but, c'est que tu puisses rajouter de manière horizontale des nouvelles machines et puis il gère le stockage distribué. Donc c'est totalement éligible au cloud, Ouais, 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 ouais. donc clairement. Ok. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cet article? Non, non, non. Ça donne envie de faire de l'archi. Ouais, c'est vrai. Donc, clairement. Moi, ça m'a surtout donné envie de faire du streaming. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Et ah si, j'avais noté quand même en plein milieu de mes notes. Et le point commun aussi entre toutes les entreprises, c'est qu'ils mettent aussi le paquet sur la data quality et la data observability.
Exactement. Bah, c'est de toute manière, s'ils n'ont pas ce niveau de qualité, ils vont se faire manger. Ah, clairement. Ouais. Parce que Ouais, c'est carrément le cœur de business de donner, quoi, de prendre du temps, comme disait l'autre, de cerveau disponible ouais. sur leur plateforme. Donc, Mhm. c'est le business. Et comme on n'a pas encore assez parlé de data quality, le dernier article, ça parle de besoin d'utiliser des bons tests dans des projets DBT. Donc, ça va parler de data quality, mais encore une fois, sous un peu un autre angle que j'ai trouvé intéressant. Dans cet article-là, le but est clairement d'améliorer la data quality. Donc, même si c'est dans le cas d'un projet DBT, on va pas tant en parler que ça. Ou en tout cas, dans les notes que j'ai prises, je parle pas vraiment de DBT. Les auteurs-autrices, je sais, Face, si, ça doit être une femme, Jerry. Bon, en tout cas, les personnes qui ont écrit cet article-là, elles disent que souvent les équipes, elles sont extrémistes. C'est-à-dire, soit elles font trop de data quality, soit elles en font pas assez. Il n'y a pas d'entre-deux. Et elle rappelle aussi que la data quality, c'est pas juste un objectif technique, mais c'est clairement un soutien aux décisions critiques. Derrière ça, c'est si la donnée est pourrie, les décisions elles vont être pourries. Il va y avoir des mauvaises décisions. Et ça peut impacter l'entreprise, le business de l'entreprise. Elle, ce qu'elle recommande, c'est d'avoir des tests vraiment ciblés et des tests prioritaires. Je vais revenir dessus par rapport à cette priorité. Pour elle, elle découpe la data quality en 3 types de problèmes. Il y a une partie hygiène des données. Donc là, on va parler d'unicité, de complétude, de formatage. Donc on revient un petit peu sur les règles de base qu'on a pu évoquer sur le précédent article de Data Quality du podcast. Un autre type, c'est les anomalies métiers. Donc là, un peu plus dans les règles métiers dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc là, derrière ça, elle parle d'écarts inattendus liés aux opérations, liés au domaine. Éventuellement, est-ce qu'il y a une variation trop importante dans les ventes, dans les réceptions et elle parle dans ce cas-là d'avoir des seuils métiers. J'en avais pas entendu parler aussi, qui peut être intéressant dans la data quality pour dire le métier, lui, il a l'habitude de regarder les données et donc il va se dire que le seuil de variabilité d'une certaine donnée, ça va être plus ou moins 20%. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, tu peux recevoir 20% de ventes en plus, l'autre 20%, etc. Il te donne un intervalle de confiance au final. Et donc, je trouvais ça intéressant. Après, à voir sur la durée, est-ce que ce seuil est à revoir régulièrement parce que l'entreprise évolue, les ventes évoluent, à voir. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et le troisième type, c'est les anomalies statistiques. Là, on parle de valeurs aberrantes, par exemple. Donc identifier ça. Il parle de fluctuations contre-intuitives. Là, je pense que ça se recoupe un peu avec les seuils métiers, parce que derrière ça, les fluctuations contre-intuitives, c'est vraiment le fait de doubler un peu sa volumétrie d'un jour à l'autre. Donc ça se recoupe. Et donc pour les personnes qui ont écrit l'article, elles disent que d'abord, après avoir identifié déjà le type de problème de data quality que l'on veut mettre en place, il faut lister, enfin, il faut hiérarchiser pardon, les problèmes, enfin la data quality. Tu vas avoir une visibilité, donc c'est-à-dire si jamais ce que tu veux suivre en data quality a un impact client, déjà pour elle c'est le top niveau de la priorité. Si jamais ça a un impact sur les décisions financières, c'est le deuxième niveau, et si ça a un impact sur les décisions exécutives, c'est un troisième niveau de priorité. Derrière ça, la priorisation, c'est pour dire, alors ça, il va y avoir sur ce type de données-là, s'il y a un problème sur ce type de données-là, il va y avoir une visibilité cliente. Et donc, pour elle, c'est le premier test de data quality à mettre en place, à sécuriser. Et après, donc en deuxième, la partie décision financière, etc. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi de prioriser la data quality. Effectivement, ça, c'est pas quelque chose que je fais. Dans ce que j'ai pu mettre en place de data quality, je vais dire jamais eu cette vision-là de dire
tiens, ce test de data quality, il est plus important que les autres parce que ça a un impact client, parce que ça a un impact sur les décisions financières. Toi, tu avais déjà pensé un peu comme ça, le fait de hiérarchiser, enfin de prioriser ces tests? Ouais. Ouais, je le fais, mais en fait, c'est pas indiqué du coup clairement dans le test. Mhm. Et c'est vrai qu'il faudrait les taguer, en fait, avoir une politique de classification un peu de tests, tu vois, Mhm. aussi. Ouais, clairement, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et encore une fois, on revient au fait de se rapprocher du métier pour avoir une meilleure visibilité sur le fait que cette donnée-là, ça va avoir quoi comme impact. Oui. Et pareil, le fait d'avoir un impact fort, ça, c'est un test qui peut ressortir en erreur critique. Et il y a d'autres tests, même s'il y a des problèmes, ça peut être juste de simples avertissements. Oui. Et donc là, je crois que c'est tout à l'heure quand tu parlais de scoring. En gros, ça peut être des problèmes de data quality, mais ça peut être juste de la dette qu'on pourra traiter sur un prochain sprint ou ultérieurement. Et ça aussi, je trouve ça pas mal. Clairement, de mon côté, ça, je split pas en deux. Il y a une alerte de data quality, il faut la traiter. Il n'y a pas d'erreur critique ou juste avertissement. Ouais. T'as pas de notion de priorité dans ton run Non. automatiquement, en fait. Il faut en Non. parler et puis dire ah, attention, ça. Ok. Ouais, exactement. Toi, ça change un petit peu dans ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Ça change un petit peu de quoi? Ça change un petit peu dans le sens où, par rapport à moi, toi, tu as Ah, un peu plus cette notion-là? alors moi, je suis plutôt de la team méthode rigoriste des tests. Mhm. Après, tu vois, je sais pas si si t'as un sujet, quoi, une mission, on va dire. Mhm. Tu préfères qu'on te dise ton prédécesseur, il faisait trop de tests ou pas assez de tests? Ah, ça met la pression. Ouais, tu sais pas trop, hein. Parce Mhm. que trop de tests, tu vas dire, je vais me perdre. Bah ouais. Et pas assez, je vais avoir du run et on va venir me chercher à chaque fois. Mhm. Non, moi, j'essaie d'avoir des tests sensés Ok. et bloquants quand ils doivent l'être. Ok. Et tu fais ça comment? Dans le sens, comment est-ce que tu te dis que celui-là, il doit être bloquant, celui-là, il est censé ou pas? Ah, si je te prends par exemple, je fais de l'envoi de d'argent, de Ouais. virement vers un outil comptable. Mhm. S'il y a ne serait-ce qu'un doublon, Mhm. il faut bloquer le traitement. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as de la donnée qui rentre dans l'outil comptable, ensuite, tu peux pas juste supprimer. Mhm. Il faut extourner, machin, il y a tout un process comptable. Ouais. Et donc ça, c'est très lourd. Donc ça, on évite de peupler des bases sur lesquelles il y a des impacts lourds, par exemple. Ok. Après, sinon, tu peux avoir des tests qui te disent, attention, là, j'ai eu des données bizarres, Mhm. je peuple quand même et le traitement continue, mais il faut aller Mhm. regarder. Avec potentiellement alimentation de table de rejet, Ouais. ou laisser les données dans la table, mais taguées, comme le fait DBT Assertions. Ouais. Le package, c'est Axel Thévenot qui avait fait un meet-up sur sa méthode, Mhm. son package qu'il a développé, qui est très bien. J'aime beaucoup aussi, moi, cette manière de dire, bah, on le met dans la table, mais c'est tagué, Ouais. en erreur. Très bon framework pour moi, très utile. Et ça te permet aussi de donner au métier la possibilité d'aller vérifier Mhm. dans les tables. Ça aussi, c'est génial. Non, après, moi, je suis pas parfait hein, sur la politique de test, sur l'exhaustivité des tests. Mhm. Mais ouais, tu as raison, faut un bon niveau, en fait. Et cette notion de priorisation qui est importante, en fait. Ouais. Et que moi, je l'ai jamais vu. Et il me semble pas avoir quelqu'un dans mon entourage qui m'en ait déjà parlé. Moi non plus. Ouais, mais c'est vachement bien ça. C'est carrément le sujet d'un talk. Ah, bien sûr. Clairement.
Si tu mets en place ça, boum, t'es une star. Et justement, le dernier point qui est abordé par les auteurs, c'est aussi l'importance d'associer des actions correctives pour chaque test. Ouais. Pas juste pour dire, il y a un test, ça m'alerte, et qu'est-ce que je fais avec? C'est à chaque fois, il faut que tu associes une certaine action à faire dessus. Et ils disent aussi vraiment d'éviter l'accumulation d'alertes inutiles. Tu vois, je t'en parlais, enfin on en parlait tout à l'heure. Ouais. Rien que sur la volumétrie, je suis alerté tous les jours, mais au final, c'est normal, c'est une fluctuation tout à fait normale. Ouais. Et elles disent aussi qu'un test inutile est pire que pas de test. Parce que dans ce cas-là, tu vas surcharger les devs. Exactement. Et ça va détourner l'attention des vrais problèmes qu'il pourrait y avoir. C'est ce que je disais avec est-ce que tu préfères pas assez de tests ou trop de tests? C'est le danger d'être alerté pour rien, quoi. Oui, clairement. Eh bien, merci Axel. Merci Bertrand. Si le podcast vous plaît, je vous invite à mettre 5 étoiles ou un pouce selon la plateforme pour qu'on puisse remonter sur les algos. Pour rappel, donc, le podcast est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et vous pouvez mettre des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous êtes si vous souhaitez approfondir un peu les sujets avec nous. Merci de votre écoute, merci Axel, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.